Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette 53e émission des Tables rondes d'innovation et cross-média. Une émission aujourd'hui consacrée aux enjeux et aux priorités marketing et digital de 4 marques que je vais vous présenter. Alors, Erwan Guériec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et expérience client de Andy's, la marque cool lingerie du groupe Etam. Exactement. À vos côtés, Patrice Duclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Maserati Europe de l'Ouest, marque internationale, symbole de l'excellence automobile et marque du groupe Fiat Chrysler. Emmanuelle Anglade, bonjour. Bienvenue, bonjour. Vous êtes directrice CRM du groupe Accor Hotel, un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle. Et à ma droite, Samuel Fischer-Ledru, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur marketing anticipation de Boursorama Banque, alors la banque en ligne de référence et filiale du groupe Société Générale. Après ces présentations, je vais démarrer avec vous, Erwan. Alors, Andy's a su un peu bousculer, voire ringardiser les codes du shopping pour aller séduire les 15-29 ans. Alors, le pari a été gagné. Quelles sont justement vos priorités? Quelles seront vos priorités pour 2018 en matière de marketing digital? En fait, oui, ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, Andy's a disrupté totalement le marché en transformant la lingerie qu'on connaissait traditionnelle, un peu boudoir, séduction, en quelque chose qui est effectivement beaucoup plus ludique, en gros une sorte d'accessoire de mode. Et donc, ce phénomène de société s'est accompagné du développement d'Andy's. Et effectivement, notre public, c'est un public un peu plus jeune que celui qu'on peut trouver dans les marques de lingerie plus traditionnelles. Et donc, notre feuille de route, finalement, pour 2018, elle est très simple. Elle est de suivre les usages de ce public. Et ces usages, quels sont-ils? On a l'explosion du mobile. Alors, on le connaît tous. On sait bien que le mobile est devenu un axe prioritaire. Sauf qu'en fait, chez nous et sur ce public jeune, c'est devenu extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de mobile first. Nous, on est passé réellement en mobile only. On parle de 80% de nos trafics qui se font sur le mobile, sur le e-commerce, sur des sites comme Andys.com, ce genre de choses. Donc on a un virage sur le mobile, on a un virage sur les médias sociaux. Cette émission en est un exemple. Là, on est par exemple sur stratégie. On est en train de faire un format vidéo. Il est ensuite certainement diffusé sur une page Facebook, ce genre de choses. Alors qu'on voit qu'on vient peut-être d'un média presse au départ. Et bien, ce virage qu'a pu faire la presse, il faut que les marques le fassent aussi. Et effectivement, nos médias sociaux doivent désormais réellement passer au virage de la vidéo. Ça, c'est par exemple 2 exemples de choses sur lesquelles on va travailler, à côté bien entendu d'un sujet très important qui est celui de la data, mais de la data utile. Et enfin, puisqu'on a un parc de magasins extrêmement important, un développement à l'international aussi qui s'est fortement accéléré dans les dernières années, on va digitaliser toujours plus ces magasins. Et toujours avec une obsession en tête, c'est l'expérience de nos clientes et la capacité de ces magasins finalement à apporter des services, des choses utiles. On se donne un niveau d'exigence à ce niveau-là qui est extrêmement important, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Patrice, pour la maison Maserati, vous concevez effectivement des modèles de voitures qui finalement sont devenus emblématiques sur le marché de l'automobile de luxe. Comment se porte la marque Maserati et quels sont aussi vos enjeux à horizon 2018 ? Alors, écoutez, là, je dirais que la marque elle se porte bien. Déjà, c'est une marque centenaire, enfin plus que centenaire. On est en 1914, donc on a beaucoup de background derrière nous. Les choses vont plutôt pas mal puisque le groupe a beaucoup investi au début, un peu après 2010, pour justement, en ayant pris le challenge de vouloir développer ses volumes. Et on est passé de l'artisanat automobile puisqu'on faisait 6000, à peu près 6000 voitures dans le monde entier en 2012. Et on va clôturer 2017 avec à peu près 52 000 voitures. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de comparaison, on reste quand même un artisan. La marque véhicule beaucoup d'exclusivité et elle souhaite continuer à véhiculer cette exclusivité. Et un de nos concurrents comme Porsche fait plus de 250 000 voitures en 2017. Donc les choses vont bien, tous les pays prennent part à cette évolution. L'investissement dans le produit a fait beaucoup. On a amené une présence sur des segments sur lesquels nous n'étions pas. Et notamment l'année dernière, on a lancé un SUV qui concurrence les gros SUV du marché et sur une partie plutôt luxe évidemment en ce qui nous concerne, uniquement avec des grosses motorisations, que ce soit en essence ou en diesel. En termes de stratégie, du coup, l'évolution de la marque, l'évolution des volumes et l'évolution de notre clientèle fait qu'on a pris des biais un petit peu différents de ce qu'on avait l'habitude de faire.
Aujourd'hui, le positionnement prix de Maserati n'est plus que celui qu'il était il y a quelques années. En tout cas, plus aussi tranchant. Il y a, avant cette révolution, entre guillemets, pour la marque, on vendait des voitures à 150 000 € et plus. Aujourd'hui, notre premier prix, c'est un tout petit peu moins de 70 000 et notre prix moyen est un petit peu moins de 100 000 €. Et ce qui veut dire qu'on s'est ouvert une partie du marché qu'on n'occupait pas. En Europe, avec le lancement des motorisations diesel également, ce qui était un peu bouleversant pour la marque. Et donc, nous avons décidé, nous avons eu l'obligation de changer un petit peu le positionnement et l'image de la marque. Et on le fait par le biais, évidemment, d'une communication assez traditionnelle, parce que dans l'automobile, on est dans un schéma un petit peu différent encore du vôtre. Les gens, et surtout sur des marques comme les nôtres, ont besoin d'aller vivre l'expérience produit très fort, et il y a une relation entre le client et l'homme et le produit qui reste très importante. Mais pour autant, on a besoin de développer beaucoup notre notoriété et notre image, qui était soit inexistante, soit mauvaise pour certains côtés. Et ce travail-là, on le fait sur une certaine population, évidemment plutôt ciblée, plutôt targetée, mais pas uniquement. On a les gens qui vont être capables de nous acheter nos voitures, et on va aussi avoir ce volant de prospects futurs qui vont nous aider à développer la notoriété. On le fait beaucoup à travers du digital. Sur les moins de 45 ans, on va dire, on travaille beaucoup la partie digitale, et sur les plus de 45 ans, on est plus sur une communication un petit peu traditionnelle. Bon, vous nous direz un peu plus dans le détail comment ça compte se mettre en place. Alors Emmanuel, pour le groupe Accor Hôtel, vous avez pour devise le Feel Welcome et vous déclinez cette promesse sur l'ensemble du parcours client, quels que soient les points de contact et qu'on soit dans une logique on ou offline. Vous êtes en charge du CRM dans la division client. Quels sont aussi vos enjeux pour 2018 ? Donc le groupe Accor Hôtel, c'est, vous le savez sans doute, c'est 95 pays, c'est le premier opérateur mondial, 4500 hôtels et plus de 20 marques du super économique, avec Hôtel F1 par exemple, jusqu'au luxe et au très, très grand luxe avec les marques comme Raffles. On a des clients à l'intérieur de ce portefeuille de marques qui évoluent à la fois géographiquement et puis dans cet univers plutôt soit économique, soit moyen de gamme et haut de gamme. Et le rôle de notre entité en centrale, nous opérons pour l'ensemble des marques et l'ensemble des géographies de ce groupe. Donc ma direction est de la direction stratégie client et CRM. Et notre rôle, c'est là d'aider un peu toutes les entités à faire vivre le cercle vertueux de la donnée client, parce qu'un des enjeux majeurs d'Accor Hôtel, c'est dans un monde, alors ça a été dit 20 fois, qui a été disrupté, celui de l'hôtellerie, où il y a encore quelques années, on achetait une chambre pour aller dormir une nuit, et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des bookings, mais aussi des nouvelles expériences de séjour comme les Airbnb, on achète une expérience. Et ce qui, dans l'hôtellerie traditionnelle, était autrefois réservé au luxe, il n'y a que le luxe qui pouvait se permettre d'offrir des expériences à des hôtels, devient quelque chose d'absolument nécessaire pour survivre et face à ces nouveaux compétiteurs sur l'ensemble de la gamme. Donc notre rôle là, c'est d'aider l'ensemble à faire vivre la donnée pour faire vivre des expériences personnalisées à la fois à l'hôtel, et c'est vrai que c'est un des endroits majeurs où se traduit cette expérience, et aussi sur l'ensemble du parcours digital dans une communication qui soit de plus en plus personnalisée avec nos clients. D'accord. Voilà. Samuel, pour Boursorama Banque, alors vous adressez des clients qui veulent s'affranchir des traditionnelles banques et vous leur proposez, donc on le disait en introduction, un modèle 100% en ligne. Vous avez créé le département marketing anticipation. Quelle est concrètement la mission de ce département-là, et pareil votre challenge pour 2018? Alors, donc, l'équipe marketing anticipation, elle a deux pans d'activité. Un pan d'activité qui est lié au marketing stratégique, donc quelles sont les nouvelles offres de demain qu'on va pouvoir lancer, quelle est la stratégie qu'on va adopter face à une concurrence qui est de plus en plus importante. Vous l'avez sûrement entendu dans les médias récemment. Donc ça, c'est le premier pan d'activité. Puis un deuxième pan d'activité qui est tout ce qui est data marketing. Donc comment on exploite la data à différents niveaux pour proposer des expériences de plus en plus personnalisées à nos clients.
Donc en termes de contexte concurrentiel, je l'ai dit, on est en pleine ébullition. En termes de contexte réglementaire aussi, parce qu'il y a une ouverture de la donnée. Boursorama, c'est, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, qui n'ont pas la chance de connaître encore très bien ces deux activités. Une activité média, avec le premier site d'information financière en France, boursorama.com, et puis une activité banque, vous l'avez dit, la première banque digitale, première banque non traditionnelle, on peut dire, avec plus d'1,2 million de clients aujourd'hui. Et donc en termes d'enjeux, on a 3 enjeux particuliers. Un enjeu, bien sûr, lié à l'accélération du rythme d'acquisition de nouveaux clients pour rester le leader de la banque en ligne. On a, je crois, sur les 9 premiers mois de l'année 2017, un rythme de plus 28% versus la même période l'an dernier. Donc il faut qu'on continue à aller convaincre des franges de population qui n'ont pas encore choisi la banque en ligne en montrant tous les bénéfices d'une banque comme Boursorama en termes de simplicité, en termes de disponibilité, en termes de coût aussi, parce qu'on est la banque la moins chère élue banque la moins chère en tout cas depuis plus de 9 ans. Donc il y a un enjeu d'acquisition, il y a un enjeu bien sûr de fidélisation, de développement de la valeur de nos clients, parce que c'est un enjeu de rentabilité pour nous aujourd'hui, avec de l'équipement, avec de l'upsell. Et puis il y a un troisième enjeu qui sous-tend un peu les deux premiers, qui est lié finalement à l'enrichissement de notre portfolio produits et services, parce qu'on a une offre aujourd'hui qui est déjà très large, peut-être la plus large des banques en ligne, mais notre objectif c'est de continuer à lancer de nouveaux produits innovants, en rupture en termes de mécanique, mais qui couvrent bien les nouveaux usages des Français aujourd'hui.